Eh bien, bonjour, bienvenue aux nombreux participants, à cette première, à ce premier webinaire, organisé par, la plateforme du courtage. Je vois que le nombre de participants est en train d'augmenter. On est très nombreux ce matin, nous vous en remercions. Ce que je vous propose, c'est d'attendre encore peut-être 1 ou 2 minutes, le temps de se donner la minute de connexion, à tout le monde. Et ensuite on va pouvoir démarrer. On a déjà plein de messages sur le chat, ça c'est, voilà, c'est sympa. Ça démarre bien. Allez, on s'est donné les 2-3 minutes, les 2-3 minutes de connexion. Donc, alors à nouveau, merci à tous de venir, vous connecter sur ce webinaire que la plateforme du courtage organise, aujourd'hui sur la thématique réglementaire. Donc juste un petit peu, pour débuter, je voudrais, vous présenter, ou représenter pour certains la plateforme du courtage, ce qu'on est, qui on fait, quelle est notre la mission qu'on s'est donnée et pour commencer, alors j'aime pas trop parler de moi, mais c'est un petit peu, notre expérience personnelle qui a permis de créer la plateforme du courtage. En fait, moi, je m'appelle Pierre et donc je suis un ce qu'on appelle un courtier de proximité, comme, beaucoup d'entre vous. Donc, j'ai créé mon cabinet avec mon associé il y a bientôt 2 ans, en pleine période de covid et notre cabinet de courtage, en fait, on est spécialisé dans l'assurance collective. Donc, voilà, donc on fait de la collective, prévoyance, frais de santé, évaluation de passifs sociaux et cetera. Et ce qui pardon et que lorsqu'on a créé notre cabinet de courtage, on s'est retrouvé face à 2 grandes difficultés qui sont, premièrement, la conformité réglementaire avec, tout le volet, RGPD, DDA, LCBFT, autorégulation et également une deuxième qu'on n'avait pas tout à fait, appréhendée, c'était la difficulté à ouvrir des codes chez certains assureurs. Donc, en collective, on n'a eu aucun mal parce qu'on avait de bons engagements de production, mais par contre en retraite, prévoyance épargne, c'était un petit peu plus difficile. Et aussi, donc par rapport à ça, on s'est trouvé face alors on l'imaginait, mais peut-être pas à ce point-là, que devenir courtier indépendant, c'est vraiment devoir se débrouiller tout seul et sans pouvoir s'appuyer sur des services juridiques ou commerciaux d'un grand groupe, enfin enfin dont j'ai travaillé longtemps dans un grand groupe. Donc, nous est venue l'idée de créer une association qui est là pour fédérer les courtiers, qui s'appelle la plateforme du courtage. Alors, la plateforme, c'est ni un syndicat, ni une association professionnelle d'autorégulation. C'est important ça. La vocation, c'est d'être un réseau d'échanges entre pairs, donc de courtiers de proximité et qui connaissent vraiment les contraintes d'un métier qui nous amène à être des professionnels de l'assurance, des commerciaux, des comptables, des DRH, des juristes. Et en fait, ces problématiques quotidiennes, on les rencontre tous et on a à peu près tous les mêmes questions. Et donc, l'idée, c'est de créer donc cette plateforme qui est une association indépendante pour accompagner les courtiers dans leur quotidien. Et pour cela, on s'appuie aussi sur Bubblein, qui est un écosystème de services à destination des courtiers. C'est pourquoi Corinne Montel, qui est business developer de Bubblein, va participer avec nous à ce webinaire. Donc, en résumé, l'association elle a vraiment pour vocation de nous accompagner dans les 3 dimensions essentielles de notre activité qui sont la gestion, le développement commercial et la conformité réglementaire. Donc, aujourd'hui, on fête les 1 mois et demi de, l'autorégulation et il nous a semblé intéressant, comme premier webinaire, de faire un panorama de la conformité des obligations du dirigeant. Donc de manière très pragmatique et là, merci beaucoup, à Isabelle Monin du cabinet, d'avocats Astrée, qui est spécialisée notamment dans la mise en conformité des cabinets de courtage. Donc qui va nous exposer un petit peu ça, mais vous verrez, on a vraiment voulu un format, heu, très synthétique de manière à ce que ce soit opérationnel et qu'on puisse vraiment se l'approprier, nous, en tant que dirigeants. Donc je vous propose l'organisation suivante, donc l'intervention d'Isabelle durera environ 30 minutes. Ensuite, une séance de questions-réponses environ d'une quinzaine de minutes. Alors,
déjà, on a de nombreuses interventions sur le chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions, sur le chat en bas à droite et Corinne se chargera de transmettre à Isabelle, toutes vos questions. Donc à nouveau, merci encore d'être aussi nombreux à vous être inscrits aujourd'hui et sachez que, un petit peu devant ce succès, donc on est très content. L'idée, c'est de vous proposer un rendez-vous tous les mois pour participer à des webinaires ou d'autres sessions d'échange sur nos thématiques communes. Voilà. Merci à nouveau à tous et maintenant je passe la parole, à Isabelle. Bonjour à tous. Merci Pierre pour cette introduction. Juste une petite chose, je n'arrive plus à avoir la main sur le support. Donc, si quelqu'un peut passer les slides, ce sera sympa parce que je ne sais pas pourquoi ça marchait jusqu'à maintenant, ça ne fonctionne plus. Donc, effectivement, mon intervention, et je remercie Pierre parce que c'est tout à fait notre ADN chez Astrée, c'est véritablement d'essayer de vous exposer dans des conditions simples, dans des conditions pragmatiques et dans des conditions opérationnelles, et bien effectivement, toutes ces obligations réglementaires sur lesquelles effectivement il ne faut pas quand même se voiler la face. Il y a beaucoup de choses à faire, des choses néanmoins simples, mais effectivement chronophages et vastes. Donc, nous avons avec Corinne et Pierre décidé de partager en fait mon temps de parole à deux niveaux, un cadre général et puis un cadre plus focusé sur l'autorégulation, puisque comme Pierre vous l'a dit en introduction, l'autorégulation c'est tout de suite, hein, c'est pour maintenant. Il va vous falloir faire le choix d'une association et effectivement préparer un certain nombre de pièces. Donc dans un premier temps, je vais déjà essayer d'exposer de façon assez simple et néanmoins concrète les enjeux qui sont les vôtres lorsque vous exercez de façon indépendante, mais néanmoins en qualité de courtier ou de mandataire. Et vous savez que les obligations sont quasiment les mêmes pour tout le monde. Eh bien, que faut-il faire pour exercer conforme, hein? Alors, un petit focus sur le passé. Effectivement, votre profession, elle est réglementée. Alors, en fait, on peut dire depuis maintenant presque une petite quinzaine d'années, ça paraît loin et à la fois, c'est effectivement très récent. Autrefois, avant 2006, il n'y avait quasiment aucune réglementation, si ce n'est une obligation d'être immatriculé au registre des sociétés quand on avait la profession de courtier. Il y avait quand même les agents généraux, peut-être certains d'entre vous qui exercent comme courtier de proximité ont peut-être aussi ce statut d'agent général. L'agent général, lui, avait déjà tout un statut qui avait été organisé depuis les années 50 et celui-là était un petit peu plus étoffé. Mais néanmoins, pas grand-chose en termes de reporting, pas grand-chose en termes de restitution, que ce soit à la fois vis-à-vis de vos fournisseurs, mais surtout à la fois vis-à-vis de ces autorités qui sont affichées à l'écran et qui aujourd'hui sont un petit peu des acteurs quotidiens. Alors qu'on le disait il y a 15 ans, vous aurez bientôt l'habitude d'entendre parler de la CPR, de l'ORIAS, de l'AMF, de la CNIL, mais néanmoins, aujourd'hui, c'est une réalité. À l'époque, ça l'était beaucoup moins et beaucoup de gens avaient des difficultés à s'imaginer rendre des comptes à des autorités de contrôle, maintenant aussi à des associations professionnelles. Donc, vous êtes aujourd'hui, en fait, beaucoup plus que 10 000, je pense. Hein. Vous êtes certainement, vous êtes 100 000 inscrits au registre de l'ORIAS. Il y a effectivement entre 10 et 15 000 courtiers qui ont ce statut. C'est effectivement par ailleurs une profession qui crée de l'emploi puisque vous êtes à peu près 30 000 collaborateurs salariés de l'ensemble de ces sociétés. Donc oui, il est important d'être très au fait de toutes ces réglementations. Alors, si on passe maintenant au contenu de ce qui est obligatoire, je veux bien effectivement, Corinne, du coup, qu'on passe sur le slide suivant. Voilà. L'idée de la réglementation, c'est d'avoir conscience qu'il vous faut un petit peu segmenter en fait votre façon de penser votre métier. Hein. Ce ne sont pas des règles qui sont théoriques, ce sont des règles qui sont pratiques. Ce qu'on dit souvent aux courtiers, c'est que la réglementation, elle est effectivement très concrète et elle nécessite de façon systématique la qualification et l'identification d'une pièce. Hein. Donc, on est en matière administrative, comme on le dit souvent chez nous dans notre classeur, une obligation, une pièce. Donc, à chaque fois qu'on vous parle d'une obligation, en fait, votre réflexe, c'est immédiatement d'aller rechercher dans votre société une pièce qui va pouvoir vous permettre de considérer que vous êtes dans les clous. Hein, vous voyez, donc la conformité, en fait, c'est une base documentaire et rien de plus. Hein. Donc, il vous faut réunir un certain nombre de pièces pour pouvoir
être en mesure de répondre, et en réalité, pas simplement aux autorités de contrôle. Avant tout, comme Pierre l'a dit, également à vos fournisseurs. Parce que, en fait, votre grand souci, quand vous êtes un petit courtier de petite taille, eh bien, c'est la capacité de capter l'attention des fournisseurs de façon à ce que les fournisseurs n'aient pas peur de travailler avec vous. Et donc, plus vous allez en amont d'une relation contractuelle pouvoir justifier auprès de vos fournisseurs dans le cadre d'un référencement votre capacité à pouvoir lui livrer très vite les pièces dont il a besoin, plus vite vous convaincrez finalement ce fournisseur de pouvoir travailler avec vous dans des conditions pérennes, sereines et surtout professionnelles, puisque finalement votre conformité fait aussi dépendre la conformité de la compagnie d'assurance ou de la société de gestion avec laquelle vous allez travailler si vous faites un petit peu d'investissement financier. Donc, vous voyez, c'est très, très important de pouvoir être assez réactif. Nous, on a beaucoup de courtiers qui nous appellent parce qu'ils ont demandé un référencement auprès d'une compagnie et immédiatement, on leur envoie un questionnaire et puis immédiatement, on leur demande une liste de pièces et là, c'est la panique parce qu'effectivement, les pièces, ils ne sont pas capables de les identifier, ils ne sont pas capables de savoir exactement de quoi on parle et c'est là où finalement, il y a une espèce de stress qui s'instaure, voire même d'une défiance. Et comme le disait Pierre, parfois, ça aboutit au fait qu'on a du mal à se faire référencer et à obtenir un référencement d'une compagnie. Alors, dans le support qui est sur l'écran, vous avez effectivement, j'allais dire, la base, ce qu'il faut effectivement savoir. Vous avez d'abord des obligations en matière de ce qu'on appelle statut organisation. C'est votre structure juridique. Pour cela, vous le savez, vous devez avoir à minima un extrait cabis qui est à jour. Quand on dit extrait cabis, tout le monde a un extrait cabis. Tout le monde est immatriculé au registre du commerce et des sociétés. Il faut néanmoins que votre cabis soit à jour. Beaucoup d'entre vous oublient de modifier les sièges sociaux, de modifier les noms des dirigeants, de ne pas faire état éventuellement de l'existence de succursales qui sont ouvertes en France ou à l'étranger, bureau secondaire pour les sociétés françaises. Donc, ayez toujours ce réflexe, chaque année, quand vous déposez vos comptes et que vos experts comptables déposent vos comptes, de vérifier aussi avec l'expert comptable que votre extrait cabis est à jour. Et de fait, vous allez pouvoir également vérifier la conformité de votre immatriculation au registre ORIAS. Vous voyez, hier soir, j'ai traité une demande en urgence de quelqu'un qui a été radié parce qu'effectivement, il a oublié de se réimmatriculer. Plus exactement, il l'a fait, mais son immatriculation n'était pas valable parce qu'il n'avait pas veillé à mentionner le nouveau nom des dirigeants de l'entreprise. Et là, il s'est fait radier. Puis du coup, quand on est radié, faut demander sa réinscription. Et il y a une période, malheureusement, de trou, donc de radiation, pendant laquelle, 1, vous n'avez pas le droit d'exercer, 2, les commissions qui vous sont dues par vos fournisseurs sont suspendues. Donc, il y a un vrai sujet là-dedans, dans la structure juridique, c'est-à-dire il vous faut véritablement toujours faire le lien entre votre identité ORIAS et votre extrait cabis. Donc ça, ce sont des petits réflexes à adopter. Qui font que chaque année, vers la fin de l'année, quand vous renouvelez également votre assurance de responsabilité civile professionnelle, il faut prendre un petit quart d'heure pour vérifier que votre cabis est conforme, que votre immatriculation va bien se faire dans le bon sens, de façon à ce que vous puissiez vous assurer que chaque année, votre renouvellement se pratique dans des conditions sereines et conformes. Il y a aussi une obligation qui est l'obligation d'être en mesure de présenter votre organisation. Alors souvent, les gens me disent « Attendez Isabelle, on est 3, on est 4, on est 2, a-t-on véritablement besoin de se présenter ou d'avoir un dispositif aussi élaboré qu'un organigramme ?» Eh bien, c'est obligatoire, puisque, vous le verrez tout à l'heure, dans le focus sur l'autorégulation, c'est une pièce que le décret d'application de la législation qui est entrée en vigueur au 1er avril a demandé. Il est très important que vous soyez capable d'identifier au sein de votre entreprise, si petite soit-elle, l'ensemble des acteurs qui sont impactés et qui sont initiés dans la vente de produits d'assurance pour être capables de déterminer leur mission, leur niveau de capacité, et dans ce contexte, effectivement, de présenter à vos fournisseurs comme aux autorités les requis qui sont les leurs en matière d'exercice de la profession. Vous avez ensuite un volant qui est très important dans la conformité. C'est justement, suite à cet organigramme, la capacité de pouvoir, de façon assez automatique, justifier le niveau de capacité professionnelle des dirigeants, d'une part, et puis des salariés que vous avez engagés dans votre société pour être en contact avec la clientèle. Donc, c'est souvent ça que les gens ne comprennent pas. Ce ne sont pas forcément des gens qui ont une démarche, j'allais dire, de prospection, une démarche
de collecte, effectivement, ou de recherche de clients. Ce sont tous les gens qui sont en contact avec votre clientèle à tous les niveaux, que ce soit dans la vente, mais également dans le renouvellement, dans le suivi de la relation commerciale. Bon, dans la plupart des cas, dans les structures de taille intermédiaire ou petite, tout le monde est en contact avec la clientèle, tout le monde parle aux clients. Il n'y a pas véritablement de répartition de tâches aussi, si vous voulez, séparées que dans les grandes entreprises où il y a effectivement des départements entiers qui sont exclusivement dédiés à la gestion des sinistres, à des fonctions support, comme le disait Pierre tout à l'heure. Dans les petites boîtes, il n'y a pas de fonction support, on n'a pas de directeur juridique, on n'a pas de directeur des ressources humaines. C'est le dirigeant ou les collaborateurs qui se répartissent ces tâches. Dans ce contexte-là, très souvent, votre obligation, elle concerne tout le monde. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, tout d'abord, on l'oublie souvent, il vous faut renseigner une attestation d'honorabilité. Vous le savez, elle est téléchargeable sur le site de l'Orias. Donc, n'allez pas chercher midi à 14 h, vous allez la chercher, vous la renseignez. Vous devez également être capable de justifier de votre niveau de capacité. Donc, tout le monde se rappelle, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Niveau 1, dirigeant. Niveau 1, c'est l'encadrement, c'est celui qui supervise. Niveau 2, c'est un niveau d'autonomie, c'est celui qui travaille seul, mais qui n'est pas encadré. Et niveau 3, ce sont tous les autres. Donc voilà, tous ces sujets-là doivent être parfaitement comment dirais-je, maîtrisés. Alors nous avons, chez Astrée, vous le savez, inventé et mis en place cette méthodologie du classeur qui s'est imposée un peu comme une norme. Et c'est vrai que dans notre classeur, vous avez toutes ces consignes qui vous permettent de vous rappeler c'est quoi un niveau 1, quel est le justificatif qu'il faut. Dans le temps qui nous est imparti aujourd'hui, je ne peux pas trop détailler ces sujets, mais le niveau 1, le niveau 2 comme le niveau 3 peut toujours se justifier au travers de 3 types de justificatifs, soit le diplôme, soit vous êtes diplômé d'une université ou d'une école, et dans ces cas-là, vous pouvez exercer en niveau 1, niveau 2, niveau 3. Soit vous avez une expérience opérationnelle, 1 an en tant que cadre, 2 ans en tant que non-cadre pour le niveau 1, 2 ans en tant que cadre et 4 ans en tant que non-cadre pour le niveau 2, par exemple. Mais cela doit être justifié par une attestation de fonction qui sera remise soit par votre ancien employeur, soit par un partenaire, si vous avez été mandataire, c'est-à-dire TNS. Et puis, vous avez une troisième possibilité, c'est la formation. Si vous n'avez ni expérience professionnelle ni diplôme, eh bien, vous pouvez passer des formations diplômantes auprès d'organismes de formation qui, en fonction de programmes qui sont édictés et contrôlés par l'État, ainsi qu'aujourd'hui la certification Calliope, vous permettent d'acquérir un niveau 1, un niveau 2 ou un niveau 3, vous permettant de pouvoir également travailler. Donc, vous voyez, ça, c'est d'autant plus important que c'est tout à fait le périmètre de l'autorégulation dont on parlera tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment très important de constituer cette base documentaire. J'attire évidemment votre attention sur le sujet pour ceux qui se sont peut-être déjà prêtés à l'exercice et peut-être ça, Pierre, dont vous parliez tout à l'heure. C'est là où on est un petit peu dans la noyade. C'est là où on est un peu perdu parce que il y a beaucoup de pièces. En réalité, pour une personne, on a entre 5 et 6 justificatifs. Donc, vous voyez, si on a 3 salariés, ça va faire tout de suite une vingtaine de justificatifs. Donc, mine de rien, il faut quand même se poser un petit peu sur le sujet, prendre son temps et essayer de constituer les justificatifs. Alors, je rappelle qu'ils sont systématiquement individuels, ils doivent être datés, signés, propres et numérisés. Il n'existe plus aujourd'hui de possibilité de transmission de ces documents sous format papier. Au début, je ne sais pas si certains m'avaient connu dans l'année 2006, mais quand nous avons fait tout ce tour de France avec la Fédération des agents généraux pour le classeur, les gens arrivaient avec un classeur. C'était un classeur, c'était des intercalaires, et le classeur, il y existait sous format papier. Aujourd'hui, les choses ont bien entendu évolué puisque dès les années 2010 à peu près, les autorités ainsi que vos partenaires fournisseurs et ce sera le cas certainement des associations d'autorégulation qui ne vous mettront à disposition que des espaces, si vous voulez, distanciels et numériques, vous obligent donc à numériser vos pièces. Alors par contre, je vous donne un petit conseil, ne faites pas de numérisation globalisée. Mettez bien vos justificatifs de façon indépendante et autonome, car on vous demande vos attestations d'honorabilité, puis vos diplômes, puis vos attestations de fonction, puis ensuite l'attestation de formation continue, puisque vous le savez, vous êtes dans des activités de courtage essentiellement à titre principal. Je pense que toutes les personnes qui participent là sont des gens qui exercent ce métier à titre principal et vous avez depuis 2019 une obligation de formation continue de 15 heures. Là aussi, faites très très attention. Il y a eu cette année, l'année dernière plutôt, des contrôles de l'autorité qui ont été pour nous assez exigeants. Alors il n'y a pas eu de sanctions, mais il y a eu beaucoup de recommandations, que ce soit les agents généraux ou les courtiers. Il faut les feuilles de présence,
il faut les convocations, il faut les supports et il faut les attestations de formation. Donc, vous voyez, pour une personne et pour 1 heure ou 2 heures ou pour une session, on a 4 pièces. Donc, vous voyez, si on prend les justificatifs de capacité professionnelle plus les justificatifs de formation continue, on arrive à une dizaine de pièces par personne. Donc, on a 3 salariés, ça fera 30. Donc, il faut quand même faire attention à cette partie-là, qui est une partie très importante en termes de réunion de documents. Ensuite, nous avons les procédures. Et là, c'est vrai que je rejoins un peu l'avis de Pierre. C'est un peu surprenant, mais néanmoins, c'est quand même la vie d'aujourd'hui. On se rend compte que, y compris quand on est dans une toute petite entreprise, les autorités et les fournisseurs, et je crois d'ailleurs que vous avez cette expérience quand vous recevez les questionnaires de référencement auprès des assureurs, ils vous demandent une kyrielle de procédures qui semble effectivement totalement disproportionnée, surdimensionnée par rapport à la dimension de vos entreprises. Alors, on les a un petit peu listés là avec Corinne de façon générale, mais il n'en demeure pas moins que c'est vraiment ça qu'on vous demande. Alors, vous avez d'abord une procédure de vente qui, en général, génère la transmission à vos fournisseurs de tous vos parcours clients. C'est-à-dire qu'on vous demande, en fait, de démontrer la manière dont vous travaillez. Ça, c'est souvent difficile. En réalité, c'est même le sujet sur lequel nous constatons encore en 2022 chez nos clients la plus grosse difficulté par rapport à leur capacité, finalement, à expliquer, en fait, comment les choses fonctionnent. Donc là-dessus, encore une fois, nous, on peut vous recommander uniquement quelque chose de simple. Le parcours client, eh bien, c'est l'inventaire des produits que vous commercialisez. Donc, soyez capable d'identifier les compagnies ou les grossistes avec lesquels vous travaillez et faites-vous communiquer les conditions générales des contrats, les documents normalisés, les fameux IPID, ainsi que les bulletins de souscription sur lesquels vous allez pouvoir déjà créer, si vous voulez, une cartographie de vos produits. Et puis, pour chacun des produits, eh bien, vous le savez, vous avez l'obligation de mettre en place un document précontractuel d'information et de conseil. Alors, vous avez 2 possibilités. Si vous travaillez souvent avec des partenaires grossistes, la plupart du temps, ces documents vous sont proposés, vous sont mis à disposition, ce qui vous évite de faire des bêtises et puis d'avoir à le faire vous-même. Si vous travaillez, par contre, avec des assureurs en direct, la plupart du temps, ce sont des choses qui sont à votre charge. Et là aussi, eh bien, il vous faut comprendre et apprendre à mettre en place ce dispositif précontractuel. Mais ça fait partie des procédures que vous devez livrer. Donc, vous avez une procédure de vente et les documents associés par rapport aux produits que vous commercialisez. Vous avez ensuite, très souvent, la procédure de lutte contre le blanchiment de capitaux, le gel des avoirs et tout ce qui concerne effectivement la lutte contre le financement du terrorisme, le blanchiment de capitaux. Ça, c'est quelque chose qui est souvent très compliqué pour vous parce que, soit vous êtes agent général d'origine et à ce titre-là, eh bien, vous savez qu'en tant que mandataire, vous n'avez pas cette obligation. Donc, du coup, le monde du courtage vous est un peu inconnu et vous avez du mal à vous projeter dans un dispositif alors que vous êtes 3 ou 2. Et eh bien, sachez qu'il existe effectivement des dispositifs, des procédures types qu'on peut vous livrer et sur lesquelles il va falloir néanmoins définir des règles de vie. On constate que les défauts souvent ou les difficultés pour les courtiers à obtenir des référencements, comme le disait Pierre tout à l'heure, sur certaines compagnies, vient de là. C'est votre incapacité à montrer que vous êtes capable de mettre en place des contrôles de vos dossiers. Donc, c'est très important de comprendre qu'il faut faire simple. Ce n'est pas la peine de mettre une procédure de 90 pages. L'idée, c'est de se dire, quel est le risque dans mon entreprise de pouvoir être confronté à d'éventuelles situations de blanchiment et, comment je vais pouvoir procéder dans mon entreprise à un contrôle de dossier. Bon, ça se résout souvent à une classification des risques qui, dans le domaine de la santé et de la prévoyance, puisque c'est un petit peu, je crois, le domaine où vous intervenez à peu près tous là ce matin, mais ça peut être aussi l'IRD, on est quand même souvent dans des risques dits de dommages et donc vous êtes souvent en risque dit faible. Donc les mesures de vigilance associées à cela, vous le savez, ce sont des mesures allégées qui reviennent assez souvent, exclusivement, à une capacité pour vous à identifier votre client et à recueillir les pièces justificatives de l'identité. Donc, on est rarement dans des dispositifs plus élaborés. Néanmoins, il faut le faire. Il faut le faire et il faut être capable de montrer à l'autorité que vous avez une procédure et que cette procédure, elle est mise en œuvre et que dans votre dossier, il y a une traçabilité de ce contrôle. Et puis, il y a surtout quelque chose, et ça, je m'étais dit qu'il fallait que je prenne le temps de vous le dire, au-delà du blanchiment de capitaux, vous avez également aujourd'hui une très très forte attention sur les dispositifs de filtrage, c'est-à-dire la détection au sein de votre clientèle
de vos fournisseurs et de vos salariés, de personnes physiques ou morales qui feraient l'objet d'une sanction au titre du financement du terrorisme ou d'une atteinte à l'autorité de l'État. Pourquoi on parle de ça? Parce qu'effectivement, d'abord, vous l'avez bien vu, vous écoutez tous la radio, depuis que la guerre de l'Ukraine a éclaté, on a gelé les avoirs d'un certain nombre d'oligarques, d'un certain nombre de personnes physiques ou de personnes morales proches du pouvoir russe. Et il y a eu un enrichissement des listes d'environ, aujourd'hui, je pense, 1 millier de personnes déjà. Puis avant, nous avons eu les attentats de Samuel Paty qui ont également procédé à un enrichissement assez considérable des listes au regard de certaines personnes proches des mondes fondamentalistes et donc du financement du terrorisme. Et puis avant, nous avions eu évidemment les attentats du Bataclan, les attentats de Charlie Hebdo qui ont mis sur le devant de la scène internationale, européenne, bien, la nécessité de se mobiliser en tant que profession réglementée sur la lutte contre le terrorisme. Et ça, bien, nous constatons aujourd'hui que malgré l'entrée en vigueur de ces législations depuis 2009, donc vous voyez, c'est quand même pas si récent que ça, il n'existe pas chez les courtiers de dispositifs de filtrage opérationnel. Vous n'avez pas équipé vos cabinets de ces dispositifs de filtrage. Donc ça, c'est un sujet qui est vraiment à adresser le plus vite possible, soit en convenant avec les compagnies d'assurance qu'il y a un dispositif d'externalisation de ces sujets, parce que vous pouvez le faire, soit en adhérant à des API. Donc sur le classeur Astrée, par exemple, nous avons une API qui vous permet de pouvoir vous connecter à un outil de filtrage très performant et qui vous permet effectivement de pouvoir répondre à vos obligations. Ça, c'est un sujet extrêmement important car, vous le savez, il y a eu une enquête sectorielle de l'autorité il y a 2 ans et donc une annonce à la conférence de la CPR du mois de novembre de l'année dernière, de ce que des contrôles seraient menés. Donc, malheureusement, la taille de l'entreprise, là, pour le coup, encore une fois, n'a pas véritablement d'impact. Vous êtes mis au rang des grands à ce niveau-là. Et ce dispositif de filtrage, il faut absolument vous préoccuper de savoir s'il est en place chez vous. Vous devez aussi, vous le savez, définir et déterminer vos déclarants et correspondants TRACFIN. Pour ce qui concerne les autres procédures, on n'en a pas mis tant que ça avec Corinne, mais on en a quand même mis certaines parce qu'effectivement, elles sont demandées dans le cadre des référencements. Vous avez une procédure de continuité de l'activité. Si jamais il y a un feu chez vous, un incendie, il y a une épidémie, il y a une rupture de réseau, comment procurez-vous à vos clients le service? Sous quel délai êtes-vous en capacité de pouvoir répondre à vos engagements? Comment vos données sont-elles archivées? Est-ce que vous avez des salles blanches? Est-ce que vous pouvez reconstituer les choses? Alors, je vois que quelqu'un me demande ce qu'est une API. Une API, en fait, c'est une interface logicielle qui vous permet effectivement de pouvoir connecter un logiciel à un autre logiciel. En fait, donc, vous avez un logiciel, par exemple, le classeur Astrée, c'est un logiciel, d'accord? Donc, vous avez une application. Et cette application va se connecter à un autre logiciel qui est un logiciel de filtrage. Donc, c'est tout simplement une interface. Voilà, si j'ai pu être clair. Et puis, n'hésitez pas, Pierre, vous êtes plus que moi expérimenté dans le domaine informatique, mais bon, en l'occurrence, je crois que la définition est celle-là. Donc, cette procédure de continuité de l'activité, moi, j'ai l'expérience, même quand on est tout petit et qu'on demande un référencement chez AXA, ils sont absolument obsédés, même chez Allianz, à l'idée de vous voir répondre cela. Pourquoi? Mais parce qu'évidemment, vous vendez des produits. Et dans ce contexte-là, effectivement, ils ont le souci de savoir qu'est-ce qui se passe si vous n'êtes pas là, si vous disparaissez, si vous avez effectivement, encore une fois, une explosion de votre ordinateur, un vol. Moi, j'ai un conseiller en gestion de patrimoine, un jour, qui était dans le train, et puis il travaillait seul, il avait un ordinateur, et effectivement, il s'est retrouvé à se voir voler son ordinateur pendant qu'il allait faire sa petite pause technique. Malheureusement, il a tout perdu. Et du jour au lendemain, il avait oublié de faire des sauvegardes, il s'est retrouvé évidemment démuni. Il n'avait plus aucune donnée, plus aucune sauvegarde. Donc, vous voyez, c'est aussi des sujets, on en parle souvent, ça s'appelle la cybersécurité ou la sécurité informatique. Il y a les deux. Il y a l'idée de savoir lutter contre les attaques sur vos données, et puis l'idée de pouvoir se sécuriser, puisque nous utilisons tous de plus en plus exclusivement l'ordinateur, le numérique, et il faut savoir archiver numérique comme on avait des armoires fermées à clé autrefois. Vous vous rappelez, quand vous avez eu peut-être des parents qui travaillaient, c'était mon cas dans le domaine de l'assurance, on avait l'obligation d'avoir des coffres forts et on avait des bureaux fermés à clé pour protéger les contrats ou les pièces que nos clients nous confiaient. Aujourd'hui, tout ça n'existe plus puisque l'essentiel des pièces sont numériques, mais il faut quand même le faire. Vous avez aussi une demande concernant les procédures de lutte contre la fraude. Alors, si vous n'êtes pas gestionnaire, je dirais que cette procédure est moins
importantes. Par contre, si vous avez des activités de délégation de gestion, tout ça est important. Donc, vous voyez que c'est pas simple, les procédures. Et là-dessus, effectivement, bon, on peut vous y aider au travers de différents modèles, de paramétrage de modèles, mais néanmoins, ça nécessite quand même de votre part, et ça c'est notre grand conseil, c'est en tout cas mon ADN, c'est qu'il faut quand même vous mobiliser sur ces sujets. On ne peut pas faire tout faire par tout le monde. On peut vous aider, on peut vous assister pour mettre en place ces procédures, mais il faut que vous soyez convaincu qu'elles participent quelque part de votre professionnalisme et il faut que vous puissiez vous intéresser à ces sujets de façon à vous assurer de votre autonomie. L'idée aujourd'hui, c'est que vous êtes un professionnel de l'assurance, vous êtes un bon commercial, vous savez vendre des produits, mais pour exercer une profession réglementée, à l'instar de la mienne, avocat ou d'autres professions comme expert comptable, il vous faut également vous approprier les obligations déontologiques, les obligations professionnelles et réglementées qui font partie de l'exercice de votre métier. On va passer. Alors oui, on a fait un dernier sujet sur la relation avec la compagnie. Bon, c'est le fait de pouvoir avoir effectivement des conventions à jour. Mais bon, dans la plupart des cas, ces conventions vous sont proposées par les assureurs. Donc, c'est plus simple pour vous. Bon, néanmoins, c'est souvent un petit peu parfois compliqué pour vous de les archiver correctement. Donc, faites bien attention. Ces conventions n'ont de valeur que quand vous les avez signées. Donc, il faut bien veiller à ce que ces conventions soient signées et archivées, datées et signées quand vous avez des référencements. On va effectivement maintenant passer au focus sur l'autorégulation. Voilà, donc alors on avait effectivement, bon là j'en ai parlé, je pense, Corinne là-dessus, on a déjà effectivement un petit peu évoqué tout ça. Pour ce qui est des autres procédures, vous voyez que on a dans les procédures dites légales ou qui vous sont demandées, toute une déclinaison opérationnelle. Bon, ces sujets-là peuvent paraître effectivement complexes, mais néanmoins, on le répète, procédure de vente, procédure de lutte anti-blanchiment, procédure de gestion. En réalité, même quand on est 4, même quand on est 5, même quand on est 3, l'idée d'avoir des règles de vie, je préfère parler comme ça. Procédure, ça ne parle peut-être pas aux gens. Règles de vie, ça parle déjà plus. L'idée, c'est de se dire, quand on travaille à 4 ou 5, savoir qui fait quoi, comment on le fait, comment on archive les choses, et d'essayer d'instaurer dans vos cabinets une forme de rigueur et de permanence des règles. Plus vous allez être rigoureux sur ces manières de travailler, plus vous serez capable de les concrétiser par des papiers, c'est-à-dire justifier auprès de vos partenaires ou auprès des autorités que les règles sont écrites, qu'elles sont respectées, qu'elles sont contrôlées, plus vous allez adopter ces comportements qui sont aujourd'hui demandés pour des professions hautement à risque comme les vôtres. Parce qu'en fait, c'est ça surtout aussi que les courtiers ont du mal à admettre, c'est qu'ils font un métier dangereux. Vous faites un métier finalement relativement dangereux puisque vous êtes exposé à des risques de fraude, vous véhiculez du risque quand on fait de l'assurance de personnes par exemple. Quand on vend de l'assurance emprunteur, on le dit souvent, quand on vend de l'assurance de prévoyance, vous assurez la vie des gens en fait. Et s'il y a un loupé dans un contrat d'assurance emprunteur ou dans un contrat d'assurance de prévoyance et qu'au final, le client fait l'objet d'un refus de garantie, c'est un drame humain. Nous avons beaucoup travaillé au CCSF justement sur les déficits de garantie et vous savez l'assurance emprunteur et je peux vous dire que pour avoir étudié énormément de dossiers personnels de gens qui font l'objet de refus de garantie, c'est tout à fait dramatique pour eux parce que finalement ils ont un contrat de prêt sur leur résidence principale qui obère finalement toute leur vie puisque la maison est saisie, ils n'ont plus de revenus, ils sont malades, ils sont handicapés, ils sont en invalidité et donc vraiment votre métier est un métier qui expose grandement l'assuré à des risques importants, que ce soit en personne mais aussi lorsque vous avez affaire à une entreprise et nous l'avons tous vécu pour nos fameuses garanties de perte d'exploitation, pour lesquelles les déceptions ont été immenses, des entreprises pensant qu'elles étaient couvertes alors qu'elles ne l'étaient pas pour beaucoup d'entre elles, pour une grande majorité d'entre elles. Donc, il est véritablement important qu'en tant que dirigeant, qu'en tant que courtier, vous ayez la conscience de l'archi-nécessité de connaître très bien vos produits, de les comprendre, de savoir en fait de quoi vous parlez, procédurer un peu votre manière de travailler et de former vos collaborateurs pour que l'exercice de l'activité soit professionnel. On parle toujours de ça, on en revient toujours au même sujet. L'idée, c'est d'être professionnel. Et du coup, en étant professionnel, vous serez à l'aise. Vous aurez plus de facilité à exercer votre métier en toute quiétude.
Je crois que nous allons passer, Corinne, à l'autorégulation parce que c'était important quand même de parler de ça. C'est quand même le sujet du jour. Bon, on en revient aux mêmes règles, mais beaucoup de gens font des confusions. Là, je vois depuis 1 mois et demi. Alors déjà, j'allais dire, premier sujet, alors qu'on en parle depuis 3 ans, finalement, vous vous intéressez au sujet que depuis l'entrée en vigueur de la loi. Bon, ça, c'est un peu toujours le problème. On attend que les lois soient mises en œuvre pour discuter. Bon, c'est pas grave, si ce n'est que j'attire votre attention sur le fait que le choix de votre association doit être là en ce moment. N'attendez pas le mois de novembre pour vous immatriculer aux associations, pour adhérer aux associations, parce qu'elles sont submergées. Elles nous font savoir qu'elles sont toutes submergées de demandes, ce qui veut dire que si vous attendez le dernier moment, vous risquez de louper le coche. Et je vous rappelle que l'association professionnelle à laquelle vous devez adhérer, c'est obligatoire pour votre renouvellement 2023. Donc, ne vous mettez pas en risque de ne pas être renouvelé au niveau de l'ORIAS au niveau du mois de janvier 2023 parce que vous aurez tardé à faire le choix de votre association. Donc, vous prenez celle que vous voulez. Ça, là-dessus, il n'y a absolument aucune contre-indication. Bon, si ce n'est que beaucoup ont fait savoir qu'elles sélectionnaient néanmoins leurs adhérents en fonction de leur métier. Donc, regardez les associations professionnelles par rapport aux activités. Si vous êtes intermédiaire en opération de banque et courtier, à mon sens, il est plus logique de faire le choix d'une association bicéphale, une association qui a été agréée à la fois pour le métier du courtage et le métier de l'intermédiation bancaire. Ce sera un peu bête d'aller en chercher une de chaque, parce que vous allez avoir évidemment 2 adhésions, ça sera plus compliqué à gérer. Si vous ne faites que du courtage vie ou d'assurance de personnes, peut-être plus vous orienter vers des associations dont c'est le métier, vous serez mieux conseillé. En tout cas, il n'y a aucune obligation d'aller vers telle ou telle association. C'est à vous de faire cette démarche et de faire le choix de celle qui vous paraîtra la plus efficace, la moins chère, la plus pertinente. Mais en tout cas, ma recommandation, c'est de le faire maintenant, de ne pas attendre l'automne pour faire le choix de votre association. Alors, c'est quoi le rôle de l'association? Parce que là aussi, j'ai beaucoup de questions. On est submergé de questions sur notre plateforme là-dessus, parce que tout le monde pense que c'est la CPR. Alors, c'est une association d'autorégulation. Donc, effectivement, comme Pierre vous l'a dit au départ, ce n'est pas comme votre plateforme. Il y a quand même une part, effectivement, de contrôle, ou en tout cas de vérification dans ces associations. Ces associations, elles bénéficient d'une certaine manière d'une délégation de service public mais non pas vous sanctionner, et c'est là où c'est toute la différence, mais pour vous aider à préparer et à vous mettre en conformité uniquement sur 2 sujets, la capacité professionnelle, le statut. Voilà, et la formation. Donc, si vous voulez, le focus ne concerne que l'onglet du classeur salarié. Voilà, salarié dirigeant. Tous les autres sujets ne sont pas dans le périmètre des associations. Donc, pas le devoir de conseil, pas la lutte anti-blanchiment, pas la protection des données, pas les procédures, pas les référencements avec les compagnies. L'autorégulation, le périmètre de l'association, ça n'est que le statut, l'organisation et les salariés, pour le moment. Peut-être qu'un jour, ça évoluera. Alors, quels sont leurs rôles? Eh bien, leur rôle, c'est de vérifier, quand vous allez vous demander votre adhésion et quand vous allez renouveler votre immatriculation à l'ORIAS tous les ans, que vos pièces sont en règle. Donc, vous voyez, c'est un grand changement, parce qu'à la différence de ce qu'on vous conseille depuis 10 ans, c'est-à-dire de le faire, là, vous allez devoir en justifier. Donc, ça change quand même. À partir de l'année prochaine, le programme va être tout à fait différent. C'est-à-dire que vos pièces, celles dont on a parlé, c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur ces pièces-là, tout à l'heure sur la partie ressources humaines, RH, sont des pièces que vous allez devoir produire tous les ans aux associations professionnelles. Donc là, il va falloir s'y mettre, parce que en fonction des associations dont vous faites le choix, on n'a pas encore de visibilité parce que c'est très récent. Certaines les demandent tout de suite. Certaines vous disent il va falloir que vous les montriez au moins dans l'année qui vient. Donc, c'est-à-dire que vous allez faire le choix d'une association et elle va vous dire fournissez-moi votre organigramme, fournissez-moi la justification des capacités professionnelles de vos dirigeants et fournissez-moi la justification des capacités professionnelles de l'honorabilité de vos salariés. Et puis ensuite, elles vont également vous demander vos justificatifs de formation continue. Donc, à partir de là, il est tout à fait essentiel, et là, il y a un monsieur qui me dit c'est difficile de choisir. Il va falloir quand même le faire. Alors, ce que je pourrais fournir effectivement à Corinne, si vous le souhaitez, nous avons fait un tableau comparatif des tarifs, des pièces, mais bon, après, je pense que la seule chose, cher monsieur, c'est de les contacter et puis de voir si vous avez, entre guillemets, le feeling. Vous les contactez, vous discutez avec elles et puis vous allez voir
celle qui vous paraît, parce que c'est aussi quand même une association avec laquelle vous allez être en contact, hein. Donc il faut quand même vous sentir à l'aise avec elle. Elle viendra quand même contrôler vos pièces, hein. Donc il faut quand même que vous soyez en contact convivial, ou en tout cas vous ayez le sentiment d'être bien avec elle. Il est difficile pour nous de vous en recommander une, hein, parce qu'on n'a pas de vocation ou de légitimité à dire telle ou telle association. Elles sont toutes agréées, donc elles sont toutes en mesure de vous aider dans les mêmes conditions. C'est à vous en fait de faire la démarche. Elles existent peut-être depuis peu de temps, mais elles sont quand même, les adhésions sont ouvertes auprès de toutes depuis déjà plus d'un mois et demi. Donc mobilisez-vous là maintenant, je pense, avant de partir en congé, essayez d'avoir réglé ce sujet pour que vous soyez tranquille pendant les congés et qu'à la rentrée, vous ne soyez pas à vous dire tiens, il faut que je m'occupe de ça. Puis derrière, très vite va venir vos périodes de renouvellement, déjà pour vos clients, et ensuite le renouvellement ORIAS, et vous risquez d'avoir ce problème qu'a eu le client dont je me suis occupé hier soir qui s'est fait radier, hein. Et c'est quand même embêtant de se faire radier. D'accord. Donc là, c'est vraiment ça, effectivement, l'enjeu de l'autorégulation, c'est que tous ces justificatifs qu'on vous demande depuis 15 ans maintenant sur la capacité professionnelle et la formation, il va falloir être en mesure d'être à jour en permanence, hein. Alors, un petit focus sur la formation continue. Beaucoup, effectivement, j'ai vu dans le chat, disent on ne nous donne pas les justificatifs, on n'a pas les convocations, on n'a pas les feuilles de présence. Ben, il faut les demander, hein. Il faut effectivement, absolument, de façon impérative, que vous soyez très vigilant quand vous vous inscrivez à des formations auprès d'organismes de formation. Surtout, la plupart du temps maintenant, ils sont obligatoirement certifiés Calliope, donc il n'y a pas de raison objective à ce qu'ils vous les refusent. Là où vous avez plus de difficultés, ce sont sur les formations que vous font vos fournisseurs, c'est-à-dire les compagnies d'assurance, voire les courtiers grossistes, hein. Elles sont tout à fait éligibles, mais il faut effectivement sensibiliser vos partenaires au fait qu'effectivement, vous avez besoin, vous, pour votre future association professionnelle, de justifier des feuilles de présence, des attestations de formation, des supports de formation et des convocations normalement, hein. Donc là-dessus, à partir de là, c'est vrai que c'est à vous, encore une fois, que repose tout ça pour ce faire, hein. Voilà en gros les observations, Corinne, que je souhaitais formuler aujourd'hui. Je pense que on peut peut-être passer aux questions que vous avez peut-être préparées ou que les personnes nous ont posées sur le fil de discussion. Oui, merci Isabelle. Déjà, merci à tous parce que vous avez été très nombreux à participer et c'est vraiment bien. Et parallèlement à ça, vous êtes aussi très nombreux à nous avoir posé plusieurs questions. Donc, je ne suis pas certaine qu'Isabelle pourra répondre à toutes parce que certaines d'entre elles méritent certainement un focus un peu plus pointu que d'autres, certainement. Donc, on reviendra sur le sujet. Et par ailleurs, vous aurez également les coordonnées d'Isabelle ou en tout cas du cabinet Astrée si vous souhaitez rentrer en contact avec Isabelle. Donc, concernant les premières questions qui ne sont pas par ordre de priorité, évidemment, hein, l'un d'entre vous souhaitait revenir sur les alternants et la question qui se posait, c'était de savoir si, au même titre qu'un salarié, le courtier devait lui faire des formations, devait conserver ses documents, quel était le statut de l'alternant finalement à l'intérieur du cabinet de courtage. Alors oui, c'est une très bonne question, surtout qu'on fait beaucoup la promotion de l'alternance. C'est donc tout à fait possible de faire travailler un alternant, mais il faut bien entendu lui faire suivre une formation de niveau 3, hein. L'alternant est obligatoirement encadré, hein. Vous ne pouvez absolument pas mettre un alternant en autonomie, hein. Donc, vous devez faire une formation de niveau 3 pour cet alternant. Donc, comme vous le savez, c'est une formation qui est laissée à votre appréciation. Elle est d'une durée raisonnable et dans le cas d'un cabinet de courtage, il faut d'abord lui apprendre les produits auxquels vous allez lui demander de participer dans le cadre d'une vente avec un collaborateur superviseur, donc de niveau 1, et puis lui apprendre un petit peu les fondamentaux de la profession, c'est-à-dire effectivement ce qu'on appelle les fondamentaux de la profession et de l'assurance, lui faire suivre une formation d'environ une semaine. C'est ce que préconisait l'ORIAS au début, c'est ce que préconisent aussi les autorités en fonction de la difficulté des produits que vous commercialisez, effectuer des formations. C'est vrai qu'on a eu beaucoup la question
Et on nous a répondu, malheureusement, ce que l'alternant fait à l'université ou dans son école n'est pas éligible. En fait, il faut une formation qui soit dédiée à cela. Or, vous savez, parfois, ils font des BTS assurance, ils font des masters de droit des assurances quand ils sont juristes, par exemple. Et ces formations-là, effectivement, ne répondent pas, en fait, en tant que telles, à cette formation dite de niveau 3. Donc, il faut également le faire. Et ces gens-là, quand vous les gardez 2 ans, puisqu'il y a aujourd'hui des dispositifs d'alternance et d'apprentissage sur 2 ans, n'oubliez pas de leur faire effectuer une formation annuelle de 15 heures la 2e année. Voilà. C'est en fait un salarié à part entière, l'alternant. Il est exactement. Mais sa petite différence, c'est qu'il ne pourra jamais être plus que de niveau 3. Vous ne pourrez jamais le mettre en autonomie, puisque par définition, il est en apprentissage. Donc, il est toujours en fait de niveau 3. Oui, alors je vois que Lila reposait la question. Isabelle, l'alternant doit-il faire la formation DDA? Donc effectivement, en 2e année notamment, il doit faire la C'est formation 15 heures, des 15 heures. puisqu'il est salarié d'une entreprise dont l'activité est principale. Donc, il est salarié au même titre que vos autres salariés. Donc, il faut lui faire ses 15 heures à cet alternant. Alors, je sais que c'est en kikinant parce qu'il est déjà à la fac et il a ses autres formations. Mais pour l'instant, les réponses des autorités sont ainsi. Oui. Alors, on le fait qu'en 2e année, effectivement. Voilà, la première année, on estime que sa formation initiale, qui a été de 50 heures, suffit en fait. Voilà. Alors, si vous avez d'autres questions sur la partie formation alternant, encore une fois, vous pourrez prendre contact avec Astrée. Je vais enchaîner au niveau des questions. Alors, notamment, il y en a une qui nous a été posée et la question était de savoir quel était le statut de l'associé, des associés de la structure du cabinet de courtage, et notamment lorsque l'associé n'était pas opérationnel. Quel était le fonctionnement? Est-ce qu'il devait faire des formations, lui également? Est-ce qu'il devait s'inscrire à l'ORIAS? Comment on gère le statut de l'associé dormant? Voilà. C'est ça, exactement, oui. Alors, et à quel moment, pardon Isabelle, excusez-moi, à quel moment on considère qu'un associé est un associé dormant, justement? Voilà, donc là-dessus, effectivement, les choses sont extrêmement claires. Vous êtes en mesure de pouvoir vous associer avec des associés qui sont, on le dit en anglais souvent, sleeping partners, donc des associés qui n'ont pas de fonction opérationnelle. C'est le critère. Donc, vont être considérés comme ayant une fonction opérationnelle dans une entreprise des associés qui ont un statut de dirigeant, donc qui sont au conseil d'administration d'une entreprise ou qui sont gérants d'une entreprise. Donc, si vous avez une SARL et qu'il n'y a que vous qui êtes gérant et que l'autre associé n'a pas de statut d'administrateur ou de membre du comité de direction de l'entreprise, eh bien, il est dormant. Donc, lui, il n'a rien à faire. Il n'apparaît pas sur le CABIS et il n'a pas besoin de faire de formation continue. En revanche, il ne faut pas non plus qu'il ait une fonction opérationnelle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'à un moment donné, dans l'organigramme, il apparaisse avec une fiche de poste. C'est véritablement quelqu'un qui détient une participation dans l'entreprise, mais qui n'y prend aucune part active. Il n'est pas dans l'entreprise. Il ne s'en occupe pas. Si, par extraordinaire, il pouvait s'en occuper, il pourrait, par exemple, être directeur informatique ou s'occuper de l'outillage, s'occuper de la comptabilité, vous voyez, et auquel cas, là non plus, il n'aurait pas besoin de le faire. Mais il faut faire très attention parce que s'il est associé et qu'il a quand même une part dans les outillages, la fonction support, on pourrait avoir une autorité qui dise, bon, il n'est peut-être pas dans la vente, mais il est quand même dans la direction. Donc, la seule manière de s'en sortir sans faire d'erreur et sans se prendre les pieds dans le tapis, c'est véritablement la situation d'un associé qui ne prend aucune part active dans l'administration, la gestion ou le cours de l'entreprise. Voilà. Ni dans le commercial, Isabelle? Surtout pas dans le commercial. Surtout pas dans le commercial. Alors, merci de cette précision. Notamment, on a par exemple un associé qui a un rôle d'indicateur d'affaires, par exemple, puisque lorsqu'on est associé d'une structure, on a très envie qu'elle se développe. Et comment gérer cette situation-là? Alors, l'associé, en fait, il n'est pas obligatoirement salarié de l'entreprise. Il peut avoir effectivement un contrat de prestation de service. Alors, en tant qu'associé, vous savez que dans ces cas-là, c'est une convention qui doit faire l'objet d'une approbation de l'Assemblée générale, c'est-à-dire qu'il faut que la société, puisqu'il est par ailleurs associé, puisse en toute transparence, s'il y a plusieurs associés, pouvoir valider les rétrocessions ou les commissions d'indication qui sont données à la personne. Et là, pour le coup, effectivement, il doit faire ses 15 heures, parce que lui, il prend une part active dans la gestion de l'entreprise, parce que sa qualité d'associé, du coup, n'est pas une participation dormante, en fait. Alors, soit il n'a pas de fonction
au conseil d'administration de l'entreprise, mais néanmoins, bon, il est quand même apporteur d'affaires, il est développeur, hein. Donc là-dessus, j'aurais quand même tendance à considérer que là, il est un dirigeant. D'accord. Juste, Stéphane nous demande si l'associé intervient lors d'une AG. Bah, typiquement, voilà. Oui, Alors ça s'il dépend. intervient, ça dépend comment. Il a le droit Oui, c'est ça. d'intervenir en tant qu'associé. Si maintenant il définit la stratégie et qu'en réalité on s'aperçoit dans les conseils d'administration, qu'en fait c'est lui qui pilote, parce qu'il est co-gérant par exemple, mais même sans avoir le titre de co-gérant. En fait, c'est une vision très pragmatique des choses, hein. L'autorité, quand elle vient contrôler surtout des microstructures, elle vérifie, comment les gens sont et si elle voit, quelqu'un qui est très impliqué parce qu'il y a beaucoup de mails, beaucoup d'échanges, qui est en copie de tous les échanges, qui connaît la clientèle, elle va dire: «Attendez, cette personne-là, quand bien même elle n'est pas un statut de gérant ou elle n'a pas un statut officialisé en tant que dirigeant, elle est complètement initiée et immiscée dans la gestion opérationnelle de l'entreprise, donc elle doit évidemment être formée. Ok. Alors pour revenir à des questions encore plus pratiques, ou en tout cas beaucoup plus pratiques, nous avons eu une question sur la gestion des données recueillies via un site internet. Alors aujourd'hui, effectivement, comme vous le disiez, la digitalisation, le développement des sites internet, on peut, je pense, se poser deux questions. La première, quelles sont les mentions indispensables qui doivent être présentes sur un site, en quelques mots. Et la deuxième, aujourd'hui, c'est vrai que la plupart des courtiers utilisent les sites pour recueillir des leads ou en tout cas pour obtenir des prospects ou parfois pour mettre à disposition un espace à leurs clients. Comment gérer les leads? Est-ce qu'il y a des mentions obligatoires? Quels sont les types de mentions? Quand on rappelle un client, qu'est-ce qu'on doit lui dire? Comment on doit lui dire les choses? Est-ce que vous pouvez revenir sur quelques éléments à ce sujet? Alors oui, votre question, en fait, elle est double, Corinne. Il y a une première question qui consiste à mettre en place Alors déjà, lorsque vous travaillez avec des contacts qualifiés, hein, qui sont issus en fait de chasseurs sur Internet, donc essentiellement les sociétés dites de comparaison, les comparateurs, mais aussi finalement les chasseurs, hein. Vous avez plein de sociétés dont le métier est le référencement, hein, tout simplement, et la chasse en fait aux contacts qualifiés. Votre rôle à vous, c'est d'abord de vérifier que dans la convention qui vous lie à ces sociétés, il vous est indiqué quand même un certain nombre de sources de vérification de la manière dont ces sociétés travaillent. Parce que quand bien même elles sont responsables, hein, des conditions dans lesquelles elles chassent sur Internet, vous allez en fait acheter à ces sociétés des contacts et il vous faut quand même vérifier que ces sociétés sont en mesure de vous justifier de ce qu'elles n'ont pas usurpé à leur insu, hein, des données personnelles concernant des personnes physiques ou tout simplement des données de société qui sont là pour le coup, qui ne sont pas protégées au titre de la protection des données. Donc ça, c'est assez facile parce que dans la convention qui vous lie à ces sociétés, d'abord, il y a des clauses et puis vous pouvez tout simplement poser des questions, hein. Donc effectivement, sur la question du rapport contractuel avec le chasseur, hein, eh bien, il vous faut adresser cette question de « avez-vous légalement obtenu les données que vous me communiquez ?» Donc, si ce sont des personnes physiques, puisque vous travaillez dans le cadre de l'assurance santé ou prévoyance, eh bien, la seule question, c'est la personne a-t-elle été d'accord pour que ces données soient transmises à ma société, hein, et cette personne a-t-elle consenti expressément à cela, hein. Donc ça, en général, Corinne, c'est fait, hein. La plupart des acteurs aujourd'hui, rares sont les acteurs, mais ça peut quand même toujours arriver, mais les acteurs principaux du marché de la comparaison, de ce point de vue-là, ont quand même des choses qui se passent tout à fait correctement. Il n'y a pas de sujet, mais il faut quand même le vérifier. Ensuite, vous avez un autre sujet qui est la vente par téléphone, hein. Ça, c'est autre chose. C'est un domaine particulier, la vente par téléphone. Vous avez différents canaux de distribution de l'assurance en France et on est le seul pays d'Europe à autoriser encore la vente par téléphone de produits d'assurance. Dans tous les autres pays d'Europe, c'est interdit. Donc nous, on a créé un droit spécial, hein, depuis cette fameuse loi, alors qui s'est embarqué avec l'autorégulation, hein. C'est un cavalier législatif qui a été utilisé. Donc la loi du 8 avril, elle adresse à la fois l'autorégulation, mais également la réglementation de la vente par téléphone. Et du coup, ce canal téléphonique, en fait, hein, devient un canal spécial dans votre métier, hein. C'est un canal qu'il faut vraiment tout à fait identifier. Alors pareil, on en parlait, hein, tout à l'heure, vous avez des procédures à mettre en place. Si vous faites de la vente par téléphone, il faut isoler des procédures spécifiques sur ce sujet, hein. On ne vend pas de la même manière quand on vend par téléphone ou quand on vend en face à face ou
ou quand on vend en ligne, hein. Et dans ce cadre-là, effectivement, Corinne, il y a des exigences supplémentaires. Mmh. Il faut vérifier que les personnes qui vous livrent les contacts ont également vérifié elles-mêmes que les personnes ne s'étaient pas inscrites sur des listes d'opposition. Alors ça s'appelait Blocktel, ça s'appelle Wordline aujourd'hui, hein, et ça fonctionne d'ailleurs très mal. Mais néanmoins, c'est comme ça. Il faut absolument que cette information-là, vous l'ayez. Hein, parce que si effectivement vous utilisez ces contacts alors que les personnes se sont inscrites sur des listes d'opposition, vous êtes en infraction. Hein. Et là, pour le coup, en tant que distributeur, ce sera votre responsabilité. Hein. Alors Isabelle, excusez-moi de vous couper, simplement si, pour encore une fois être très pragmatique, le courtier qui, sur son propre site internet, il développe son site internet et il laisse un espace pour que un prospect laisse ses coordonnées afin d'être rappelé. Est-ce qu'il y a une mention spécifique que le courtier doit notifier sur son site? Alors, dans ce cadre-là, effectivement, il doit de toute façon avoir la clause CNIL, hein, qu'on l'appelle comme ça, c'est-à-dire celle au terme de laquelle on informe la personne qu'elle vient de livrer des données personnelles et qu'elle accepte donc que ces données fassent l'objet de traitement. Alors, parce qu'évidemment, le courtier va traiter les données et donc il faut que le courtier donne la finalité du traitement. Donc, nous recueillons vos coordonnées afin de vous rappeler, afin de pouvoir effectuer les opérations qui vont être nécessaires à la contractualisation et à la gestion de votre contrat. Et puis effectivement, dans le cadre de la vente par téléphone, c'est une obligation, et c'est là où les gens ne comprennent pas, mais elle devient en fait en supplément, elle ne vient pas en substitution, il faut les deux. Il faut que le consentement express du consommateur soit recueilli afin d'être rappelé. Hein. Donc, ce n'est pas simplement je collecte vos données dans le cadre effectivement de la protection des données personnelles en vous indiquant qu'elles vont être traitées et le cas échéant transférées à des tiers pour être gérées, c'est ça, plus j'accepte par ailleurs que je puisse vous rappeler. Et là, il faut vous nommer. Hein. C'est-à-dire que j'accepte que la société Dupont Assurance me rappelle à tel numéro pour évoquer ce contrat d'assurance que j'ai vu sur votre site, hein, en fait. Hein. Parce qu'effectivement, comme vous le dites, on n'achète pas forcément des leads chez les autres. On peut aussi se créer son propre référencement. Hein. Oui, tout à fait. Alors, d'autant plus, est-ce qu'aujourd'hui, et ça c'est une question qui n'a pas été posée, mais qui m'a été posée lors des échanges avec les courtiers, est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer que lorsque l'on a un prospect au téléphone et que le courtier fait son travail de courtier, c'est-à-dire une tarification avec le client au téléphone, est-ce qu'on considère qu'on est dans de la vente à distance? Ah oui, de toute façon, oui. Dès l'instant que vous n'êtes pas, la vente, tout ce qui n'est pas dans l'agence, dans le cabinet, dans le siège social du distributeur, est vente à distance. Donc, si même un rendez-vous extérieur? Même un rendez-vous extérieur. Je vais chez lui ou je lui donne rendez-vous sur un salon professionnel ou je le contacte dans un hôtel ou dans un centre d'affaires qui n'est pas mon siège, c'est de la vente à distance. Attention, les gens confondent. La vente à distance, c'est pas forcément que je ne suis pas à côté de mon client. Je peux être avec mon client. Par exemple, si je suis chez lui, eh bien, je suis en vente à distance. D'accord. Alors, dernière question, et je suis désolée pour toutes celles auxquelles on n'aura pas forcément et oui, répondu. le temps a écoulé. C'est ça, et ça prouve qu'on a passé un très bon moment tous ensemble. J'ai une question qui est plutôt liée à la lutte contre le blanchiment. L'un d'entre vous s'interrogeait sur, alors je vais reprendre la question, lorsqu'il y a un investissement sur un contrat, vie notamment ou retraite, qui est fait par virement bancaire, est-ce que les banques, en réalisant le virement, procèdent à un contrôle en amont? Alors, en fait, la question induit la notion, si vous voulez, de tierce introduction. Hein. En fait, beaucoup d'acteurs pensent que sous prétexte que le client va opérer une opération, va faire une opération par l'intermédiaire d'un compte bancaire qui est ouvert dans le livre d'une banque française, elle-même assujettie, ils ne sont pas obligés de faire quoi que ce soit. Hein. Alors malheureusement, l'autorité a déjà répondu des dizaines de fois là-dessus, ce n'est pas vrai. Hein. D'accord. Ça va, en fait, quelque part, si vous voulez, affaiblir le risque, évidemment, puisque la notion d'opération sur des pays à risque ou des livres de banque ouverts dans des comptes dans des pays qui sont des pays à risque aggrave, donc élève le risque. Mais ce n'est pas parce que le risque est allégé qu'il ne faut rien faire. Qu'il n'existe pas. Le courtier doit néanmoins, dans ce cadre-là, contrôler l'opération à son niveau. C'est-à-dire qu'il va considérer que son opération est
en risque faible si c'est son cas. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fera? Il se contentera d'appairer les mesures de vigilance associées à sa procédure en vigilance allégée. Hein. Mais les contrôles des uns n'exonèrent pas les autres d'effectuer leur propre contrôle. Hein. Il faut juste que il est évident qu'en revanche, la relation économique qu'on entretient avec des compagnies d'une part, des teneurs de compte d'autre part, des partenaires de troisième part, peut soit alléger, soit complexifier la relation et au contraire aggraver le risque. En fait, c'est une question d'approche par les risques et d'analyse de risque. D'accord. Donc, alors, c'est vrai que dans un webinaire où il ne reste plus qu'une minute, c'est compliqué, hein, Corinne, d'être très précise non, mais c'est sur ça. ces sujets. Je vous remercie, Isabelle, parce que c'est un sujet qui a été évoqué 2 fois, effectivement, notamment par Raphaël sur la notion de tierce introduction. Et c'est un sujet qu'on n'évoque pas forcément tous les jours. Donc, en gros, ce qu'on peut retenir, c'est que on est assujetti comme qu'on est courtier. Voilà, c'est ça. Et que, effectivement, en fonction des acteurs avec lesquels on travaille, l'analyse de risque que l'on peut faire de ses propres opérations peut vous amener à classer en risque faible quelque chose qui, en travaillant avec des banques étrangères, serait plutôt un risque élevé. Voyez, voilà. Mais néanmoins, les mesures de vigilance doivent être mises en place à chaque type de risque, y compris en risque faible. Eh bien, je vous remercie, Isabelle. C'était vraiment un moment très intéressant. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment. Je pense que c'est vrai pour chacun d'entre nous et c'était fort instructif et surtout, je pense, extrêmement pragmatique et c'est ce dont les courtiers aujourd'hui ont besoin. Vous avez les numéros de téléphone d'Isabelle qui sont présents ici. Vous avez également le mien. Donc, si vous souhaitez rentrer en contact avec nous, ce sera avec le plus grand plaisir, bien entendu. Vous aurez également le replay, comme on vous l'a dit tout à l'heure, dans lequel vous allez retrouver cette intervention. Pierre, tu veux rajouter quelque chose peut-être ? Oui, je branche mon micro. Non, je suis tout à fait d'accord et surtout, l'idée, c'est qu'on continue ces rendez-vous et sur des thématiques comme celle-ci, avec la richesse des échanges et vraiment qu'on reste vraiment dans cette dynamique de, pratico-pratique et voilà, j'ai des obligations, ça peut être un atout, ça peut être un inconvénient, enfin bon, peu importe, mais qu'est-ce que je fais? Et vraiment de répondre de manière la plus simple et la plus pragmatique possible. Encore à nouveau, merci à Isabelle et merci à Corinne pour, l'ensemble de cette réunion. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.